Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui, je pense, va pouvoir soit révolutionner ou plutôt, et en étant modeste, en fait, en aider quelques-uns d'entre vous. On est, je pense, plusieurs à avoir différents écosystèmes au niveau de la partie en fait RGB et gestion du coup de différents périphériques vis-à-vis de l'éclairage à avoir du coup dans notre machine. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait très clairement? C'est en gros, on a par exemple du Corsair, on a du NZXT, on a du Aorus, on a du Asus ou du MSI. Et des fois, tout ça ensemble, on se retrouve en fait avec 5 ou 6 logiciels en fait derrière qui sont en train de tourner en fait pour simplement gérer nos éclairages. Même si c'est bien, ça prend aussi un petit peu de performance, donc sur des petites configs, c'est pas top. Et bah là, je vous ai trouvé un logiciel, ou en réalité deux logiciels, qui sont à l'heure actuelle, du coup, pour le premier, qui est en open source et qui continue à se développer, et pour le second, qui est une version finalisée, qui vous permet de simplement tout regrouper, tous les logiciels de RGB en fait en termes de gestion, dans un seul logiciel et d'éviter d'avoir en fait 5 ou 6 logiciels directement qui eux, à chacun du coup, prennent de la performance en fait sur votre configuration. Ces logiciels, c'est OpenRGB et JackNet RGB. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous aimez ce type de vidéo où je traite par exemple de type de logiciel ou sur du soft en fait général, et ben n'hésitez pas du coup à vous abonner et à me le dire en fait en commentaire, à mettre un like ou un dislike si ça ne vous a pas plu. Avant de commencer avec la présentation des deux logiciels, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez directement passer à la présentation du logiciel. Et du coup, sur ce, place à la sponsor. Donc là, on se retrouve directement sur le site de YourCDKey, ce qui permet de racheter des clés en fait de jeu ou des clés en fait de Windows 10, vraiment pas cher. Là, on va se retrouver en fait directement avec une clé EOM. C'est pour ça qu'elle est pas chère en fait directement. On retrouve de base en fait à 16,40 €. Et si vous tapez le code MHT18, on sera du coup avec une réduction directement dessus qui va nous la proposer directement à un peu plus de 13 €. Les clés EOM, ce sont des clés qu'on va pouvoir utiliser qu'une seule fois, donc c'est vraiment à usage unique. Au niveau de la partie paiement, alors PayPal n'est pas encore présent sur le site pour la partie paiement, ils l'ont eu, puis après ça a été enlevé en fait par divers soucis, mais en soi, vous pouvez payer par carte ou avec différents en fait modes de paiement. Moi personnellement, j'ai payé par carte et franchement, j'ai eu aucun souci en fait directement, malgré la création d'un petit compte quand même qu'il faut créer en fait sur le service bancaire, mais sinon c'est tout. Après, vous allez directement du coup dans votre espace en fait client du site en fait automatiquement, vous faites obtenir la clé. Puis après, vous allez avoir tout en bas, du coup, voir la clé ou obtenir la clé, en fait, en soi, ça reste la même chose. Et en gros, en fait, une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez la clé qui se rend disponible. Vous avez simplement besoin d'aller dans les paramètres d'activation, de faire modifier la clé ou de tout simplement, en fait, cliquer sur activer la clé, de faire un copier-coller dans la seconde fenêtre, en fait, qui s'affichera devant vous pour activer Windows, de suivre en fait la procédure en disant comme quoi vous souhaitez activer Windows, et voilà, Windows est activé et finalement vous avez une licence du coup pour moins de 13 € grâce à YourCDKey. Et du coup là on se retrouve directement sur mon PC et comme vous pouvez le voir juste au-dessus de moi on a une table de bench, donc là on va pouvoir vérifier l'activation des différents effets de lumière par exemple sur un ou plusieurs périphériques, et sur mon côté gauche du coup vous allez retrouver directement l'écran en fait de Windows où on aura OpenRGB d'ouvert. Donc déjà, avant de procéder en fait à toute la partie personnalisation ou autre, on va déjà aller chercher OpenRGB. Donc comment on fait pour aller trouver du coup OpenRGB? On va simplement taper sur Google OpenRGB, on va prendre le premier site du coup qui est GitLab. Du coup, on va simplement cliquer après directement sur le site pour y accéder. Vous avez une petite icône en fait en bas à droite avec la partie téléchargement. Ne cliquez pas directement dessus, développez du coup avec la flèche pour pouvoir sélectionner la version de votre OS, du coup de votre système d'exploitation. Donc si vous êtes sur Windows, vous prenez la version Build Windows 64. Si vous êtes sur un Linux type Debian, vous avez les deux versions possibles en 32 et 64 bits. Et si vous êtes sur un Linux classique type Ubuntu, Ubuntu, Mint ou autre, vous pouvez prendre du coup du 32 ou du 64 bits. Ce qui est quand même bien du coup avec ce logiciel là, c'est que dans le cas où vous êtes justement sur Ubuntu mais vous avez des périphériques et que vous avez du RGB et qui finalement les logiciels comme IQ ou autres ne sont pas disponibles en fait sur Ubuntu, ça vous permet tout simplement de pouvoir le gérer directement sur Ubuntu. Donc comme ça on laisse pas de côté du coup une certaine communauté. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on va simplement du coup sélectionner la partie Windows. Hop, elle s'active directement ici. Donc on a une archive en fait qui s'ouvre. On va l'ouvrir, on va mettre double-cliquer sur Build et aller extraire du coup le fichier OpenRGB.
Une fois qu'on a extrait le fichier du coup OpenRGB, on se retrouve directement donc sur le bureau. On a extrait aussi son contenant, donc le dossier en fait OpenRGB, et à l'intérieur vous avez tout un tas de fichiers, les fichiers DLL, etc. Alors là, en soi, il n'y a rien de compliqué. La seule chose, en fait, que je tiens à préciser, c'est que OpenRGB est en version portable. On n'est pas sur une version, du coup, d'installation générale. Donc, ça veut dire que là, à l'heure actuelle, vous pouvez le mettre sur une clé USB, avoir vos profils, en fait, à l'intérieur et ce fichier-là, et du coup, le mettre sur n'importe quel ordinateur, du coup, et récupérer votre profil sur les différents périphériques. Bien évidemment, là, je parle de périphériques type clavier et souris. Je parle pas, du coup, en fait, de RAM ou autre, parce que, bah, là, ça sera différent si vous changez de PC. Mais, enfin, bref. Au niveau de la partie du coup dossier et fonctionnement, en gros on va ouvrir OpenRGB et OpenRGB se présente comme ceci. Donc c'est assez austère, hein, d'accord, c'est pas très agréable en fait en termes de vision générale. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va avoir? On va déjà nous trouver les différents périphériques que OpenRGB trouve tout seul après la détection. Donc là, par exemple, c'est mon clavier. Ici, en fait, on voit la carte mère. Et ici, on a l'AMD Wraith Prism. Alors, le Wraith Prism, du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement, en fait, le ventirad d'AMD. Voilà, c'est tout simplement le ventirad d'AMD de base en fait avec la partie RGB qui des fois n'est pas géré selon certaines cartes mères parce qu'il y a quand même pas mal de bugs. Moi personnellement j'ai jamais eu de problème en fait avec OpenRGB et je l'ai presque tout le temps géré comme ça. Au niveau de la partie, avant de voir la partie programmation générale en fait des couleurs, on va avoir toute la partie information sur du coup en lui-même le soft, le produit que l'on va avoir, donc la carte mère et par exemple là à l'heure actuelle du coup le clavier. La souris que j'utilise du coup est une Amix en fait Master directement, donc pas réellement de RGB dessus, hein. Voilà, on est sur une souris de productivité, donc en soi c'est normal qu'il n'y ait pas de détection non plus. Hop, après les SDK serveurs et SDK clients, en soi, ça, je vais pas réellement vous le montrer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire directement, en fait, en commentaire, et comme ça, on fera un live dessus, du coup, et on regardera toute la partie programmation, justement, sur serveur, et qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, via même carrément de la distance, et pouvoir retrouver ses profils n'importe où on est, dans le cas où on bouge, par exemple. Donc, n'hésitez pas, en fait, à me le dire, en fait, directement, si ça vous intéresse. Et puis après, on a les settings. Alors, settings, qu'est-ce que c'est? En fait, en soi, c'est pas tellement la partie programmation dessus, c'est avec quoi le logiciel est entièrement compatible. Et en gros, on a la liste de tous les produits en fait qui sont compatibles. Donc on a du Asus, du Corsair, du Cooler Master, du EK, du Gigabyte, du HyperX, du Logitech, du MSI, du NZXT, du Redragon, du Sapphire, du Sony, du SteelSeries, du Thermaltake, du TUF. Et voilà, en gros j'en passe, mais il y en a quand même pas mal dessus. Je vous laisserai aller voir du coup la liste des compatibilités. En gros, ça vous permet aussi de pouvoir simplement décocher ce que vous en avez pas besoin en fait derrière et de dire est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que c'est compatible ou non, et puis en fait simplement de dire vous à l'heure actuelle est-ce que vous avez besoin de ce système de compatibilité derrière. Donc voilà, en soi vous pouvez très bien ne pas vous en occuper. Maintenant on va passer au plus important. Le plus important en soi, ça va être la partie LED, ça va être la partie générale. Et comme là vous voyez du coup sur la cam qui est au-dessus, j'ai mis donc on a le Wraith Prism qui est contrôlé, on va avoir les barrettes de LED, les bandes de LED, une petite bande de LED que j'ai en fait ajoutée, puis en fait le clavier et les barrettes de RAM. Alors déjà ce qu'on va détecter en fait c'est que les barrettes de RAM ne sont pas reconnues. Ça pour ça, et c'est normal du coup, c'est aussi voulu dans cette vidéo le pourquoi elles sont pas reconnues alors qu'elles sont quand même présentes dans la liste en fait et qu'elles sont détectées par exemple sur mon PC principal quand j'utilise en fait OpenRGB. C'est simplement parce qu'il faut avoir la dernière version de mise à jour de Windows. C'est obligatoire dessus, et les dernières mises à jour aussi des logiciels type IQ ou autres derrière. C'est pas obligé que les logiciels soient lancés en fait derrière en fait OpenRGB, parce qu'OpenRGB ferme ce type de logiciel du coup pour pouvoir lui-même s'exécuter. C'est simplement que quand ces logiciels-là s'installent, ils vont télécharger le protocole et installer le protocole d'utilisation en fait au niveau des LED, donc c'est-à-dire le langage qui est propriétaire en fait à chacun des constructeurs, pour pouvoir après être appliqué et pour pouvoir le récupérer dans OpenRGB simplement par un fichier source et hop, pour vous permettre de l'utiliser. Donc en soi, vous n'avez pas réellement besoin de le lancer, mais simplement il suffira de l'avoir au moins téléchargé une fois, du coup, et puis après c'est OpenRGB qui fait le travail. Là, à l'heure actuelle, du coup, sur cette table de bench là, en fait, IQ étant installé, c'est bon. Cependant, il faut avoir dernière mise à jour de Windows, c'est ce qui fait que du coup, il ne le détecte pas. Voilà,
je m'en excuse, mais en gros, ça vous montre aussi que du coup, il y a quand même des limites aussi à ce logiciel. Ok, donc là, on va déjà commencer par exemple avec le clavier. Donc ici directement, en fait, au niveau du clavier, on peut entrer en fait les différentes zones. Donc en gros, en fait, là, chacune des zones correspond en fait simplement à une touche. Donc si vous voulez vraiment personnaliser à la touche près, vous pouvez. Du coup, ça permet vraiment de pouvoir en fait sélectionner et personnaliser en fait à la touche près. Par exemple, si on veut prendre avoir en fait et appliquer la couleur verte en fait d'un coup sec, et là ici on va avoir appliqué du coup la couleur verte automatiquement sur tout le clavier. Donc comme là vous pouvez le voir. En gros, Apply Color c'est pour pouvoir l'utiliser en fait en termes de tutoriel. Bref, vous sélectionnez la couleur que vous voulez, vous mettez du coup l'application et après vous mettez du coup sur tous les devices. Pour la partie tous les devices, c'est uniquement du coup concerné sur la partie du coup du clavier là par exemple. Voilà, donc en gros c'est quand même très simple. La particularité aussi que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez simplement du coup enregistrer des profils. Et enregistrer des profils, c'est quand même ultra intéressant quand on veut par exemple avoir une ambiance ou quand on veut en fait aller chercher par exemple autre chose. Ici on va utiliser le profil buffering que j'ai directement en fait appliqué. Hop, et on va tout simplement le charger. Et là, comme vous pouvez le voir, du coup, on a un changement en fait au niveau du clavier. On est sur un nouvel effet. Au niveau des effets, il y en a quand même pas mal, du coup, qui sont, j'allais dire, les effets généraux de toute la partie gestion RGB, c'est-à-dire la vague, les sentiments ou autre, l'activation aussi, en fait, des couleurs, dès que vous allez taper sur les touches. Donc là, ça sera vraiment à vous de chercher et de voir ce que vous voulez, ce que vous appréciez, en fait, en termes d'utilisation générale. Quand on est directement pour la partie carte mère. Comme vous pouvez le voir ici, on nous demande de sélectionner toutes les zones. Et là, par contre, ça va prendre énormément de temps si je le fais en vidéo, donc je vous laisserai vous le faire directement. Mais en gros, vous allez sélectionner du coup la zone aura adressable. Donc c'est simplement du coup quelle zone est concernée par la partie RGB. Donc vous avez la 1, la 2, la 3 et la 4, parce que là du coup le logiciel considère comme quoi il y a 4 zones directement en fait sur la carte mère. Cependant, ça il faudra vous y référer directement en fait, soit sur AuraSync, avec justement où sont situées les zones et où est-ce qu'ils catégorisent en fait en soi ces zones-là, ou directement aller sur la documentation en fait de votre carte mère pour pouvoir savoir de quelle zone il s'agit en fait directement. Une fois que vous avez cette zone-là en fait activée, il faudra simplement aussi renseigner derrière en faisant resize le nombre de LED. Et là, ça peut être chiant, très clairement. Du coup, pour pouvoir renseigner le nombre de LED que l'on va avoir, par exemple, si je mets 23 sur la zone 1, en fait, automatiquement, que je vais faire ici, par exemple, appliquer la couleur, en fait, sur l'intégralité de la zone 1, donc ça veut dire sur les 23 LED que j'ai déterminés, en fait, automatiquement, je vais faire appliquer la couleur avec cet all device, et techniquement, du coup, si j'avais sélectionné la bonne zone, parce que du coup, la zone 1, c'est celle du bas, dessus où là je n'ai rien connecté par exemple, en soi ça aurait fonctionné et on aurait eu directement en fait la bande de LED ou les LED en fait en toute la carte mère, etc., qui se seraient mises à fonctionner. Ok, donc là on a vu quelque peu en fait, j'allais dire un petit peu comment fonctionne OpenRGB. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire en fait en commentaire ou à venir directement par exemple sur mon Discord, sur mon Twitch, lorsqu'on fera des lives en fait sur les parties logicielles open source ou sur en fait simplement la discussion et du blablatech par exemple, en fait comme je vais le faire je pense une fois par semaine. Mais en gros ça vous permettra déjà vous de pouvoir configurer, de pouvoir vérifier que tout est bon ou pas, vérifier quand même bien que votre Windows soit mis à jour, ça c'est important. Une fois que vous avez fait ça, déjà vous avez quand même un grand pas et c'est vrai que vous avez tout ce qu'il faut finalement du coup pour pouvoir utiliser OpenRGB et pour pouvoir contrôler simplement aussi votre RGB et de façon totalement libre. C'est là aussi où c'est intéressant. Maintenant, on va passer au deuxième logiciel du coup qui s'appelle JackNet RGB. Alors JackNet RGB, qu'est-ce que c'est en soi? Je vais vous le présenter directement en fait via leur site. Comment fonctionne JackNet RGB? En soi, c'est un petit peu comme OpenRGB directement. C'est pas non plus, en fait, j'allais dire quelque chose d'ultra appréciable derrière. Mais en gros, vous allez créer votre profil sur IQ. Vous allez créer votre profil sur Aura, sur Mystic Light, sur en fait autres en fait logiciels comme Precision X1, etc. Et en gros, ça va vous permettre simplement de pouvoir exporter le profil, du coup, tous ces logiciels et les intégrer directement dans JackNet. Donc une fois que vous les avez intégrés en fait directement dans JackNet, du coup il faudra simplement les renommer à chaque fois pour dire de quel processeur par exemple, enfin de quel produit il s'agit. On voit ici que JackNet est compatible avec iQ, AuraSync, Logitech,
Razer Chroma, Precision X1 et MSI en fait Mystic Light. Donc on a quand même un grand panel de compatibilité aussi au niveau en fait du groupe général. Vous avez quand même un site qui est quand même bien fait où vous avez la possibilité justement d'avoir aussi de l'aide, d'avoir des tutoriels en fait d'installation et de configuration. Visuellement parlant, il est plus beau. Et là par contre, on en vient moi à la zone que j'aime pas trop, c'est-à-dire que soit vous payez 5 € par mois en fait pour avoir une synchronisation en plus en fait d'un point de vue réseau et du coup avoir une customisation de l'application en fait en elle-même, soit vous payez 15 € du coup une seule fois d'un coup pour tout avoir en fait d'un coup avec un accès en fait illimité à toutes les nouveautés. Bon, très sincèrement, je vous conseille de prendre la partie gratuite si vous l'utilisez, prenez la zone gratuite quoi. Au niveau de la partie visuelle, typiquement voilà, là il me dit pas de groupe sélectionné. Si je sélectionne en fait un groupe, il faudra que je le nomme et que je dise quels sont les LED. Sauf que le truc c'est que là pour l'instant il faut que je puisse importer directement un groupe de LED en fait dessus. Et pour faire un import, en gros il faudra simplement que je récupère par exemple une configuration et que je la mette, mais que ça soit en fait un fichier en fait en JSON qu'on va récupérer par exemple de IQ ou autre quand on va faire un export de profil. Voilà, c'est simplement en fait comme ça. Vous avez tout un tutoriel en fait en vidéo une fois que vous avez téléchargé le logiciel qui vous montre comment gérer et comment aller chercher en fait directement les profils pour pouvoir tout ramener sur Jacknet. Voilà, moi je trouve qu'il fonctionne très bien. Il y a sur beaucoup de PC, et de ce que j'ai vu dans les différents forums, il y a beaucoup de bugs aussi de ce logiciel là. Après, il a plus d'ergonomie, il est plus facile en fait aussi à gérer. On n'est pas sur une version portable, on est quand même sur une version installée aussi. Donc c'est un soft qui est installé qui prend en fait de la ressource. Il prend certes moins de ressources que IQ, mais finalement il en consomme en fait quand même pas mal. Alors qu'OpenRGB, une fois que c'est fermé, les paramètres sont pris en compte en fait dans tous les cas et il vous prend 0 en fait en termes de ressources. Donc voilà, on arrive déjà sur d'autres petits logiciels qui sont finalement, je trouve en fait très intéressants. Mais est-ce que il faut peut-être essayer de voir pour privilégier peut-être un logiciel à un autre? Personnellement, je préfère OpenRGB simplement parce que du coup, même s'il est austère, il est quand même simple d'utilisation. Que quand on a compris du coup son système, en fait c'est tout bête, ça reste de la logique générale. Donc voilà. Et voilà. Donc je pense que du coup là, je vous ai à peu près montré un petit peu tous les bons points et les mauvais points en fait de ces deux logiciels là. Comme quoi, il y a quand même pas mal d'améliorations en fait à avoir. En termes de conclusion générale, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ça reste, j'allais dire, une bonne perspective, qu'il y a beaucoup d'améliorations en fait à avoir, mais que je pense que ce sont des logiciels à surveiller, surtout que la compatibilité au niveau matériel est quand même très élevée pour des logiciels qui sont finalement jeunes et développés du coup uniquement par de la communauté bénévole. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, c'est ce qui m'encourage du coup à faire ce type de vidéo. Bien évidemment, abonnez-vous en activant la cloche de toutes les notifications. Et puis, moi je vous dis à plus tard du coup pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!